Alors, j'ai la tâche de vendre un objet hétéroclite et un peu exotique. Il est assez rare dans la littérature, tant du droit du travail que de la protection sociale, que l'on tente de lier ce mode particulier de protection sociale que sont les dépenses fiscales. On a trébuché et débattu longtemps d'ailleurs pour trouver un terme en français qui reflétait l'expression anglaise ou social tax expenditures ou des équivalents. Alors, c'est à nous qu'il faut en vouloir. On appelle ça des aides fiscales. C'était notre premier objet, qui n'est déjà pas un objet très féminin au départ, donc on s'assume, mais de le lier avec une situation qui est celle de la qualité de l'emploi et pour un groupe de contribuables particuliers, c'est le volet expérimentation, que sont, dans le contexte québécois, les femmes qui choisissent de quitter l'aide de dernier recours, hein, l'aide sociale, pour transiter vers l'emploi. Alors, la question c'était, consciemment ou inconsciemment, est-ce que ces contribuables, que sont ces femmes, qui, peut-on présumer, sont absentes du marché du travail depuis un certain temps, ont une conscience ou n'ont pas conscience de l'importance ou de l'incidence des aides fiscales lorsqu'elles transitent vers l'emploi. Et compte tenu de cette dynamique particulière, ce ne sont pas les travailleuses les plus qualifiées au Canada et elles ont bien d'autres enjeux personnels à confronter. Donc, compte tenu de cette dynamique particulière, est-ce que l'appréciation de la qualité du travail, Marie-Pierre en reparlera, est présente ou pas dans ce transit? Donc, il y a des sous. Pourquoi il y a des sous? Parce que la protection, c'est un postulat, la protection sociale au Canada transite de plus en plus, et c'est des sommes énormes, vers les aides fiscales, mises de plus en plus sur les social tax expenditures à l'américaine d'une certaine façon et de moins en moins sur le régime assistentiel, par exemple. De moins en moins de personnes au Canada, pour toutes les provinces, sont bénéficiaires de l'aide du régime assistentiel. Alors ça, c'est le backgrounder. Maintenant, comme nous travaillons avec un partenaire communautaire et que, contrairement à ce que croit le milieu universitaire, tout le monde n'est pas branché, tout le monde ne peut pas ouvrir un PDF dépendant de ses ressources financières et de son code postal, bien, on a un petit goodies pour vous ici, hein, il y a quelques copies, qui est la version détaillée de la présentation qu'on fera aujourd'hui et qui se destinait à notre partenaire communautaire qui venait de toutes les régions du Québec. Et vous savez qu'au Québec, toutes les régions n'ont pas encore accès à Internet haute vitesse. Alors, ça cause des problèmes pour ouvrir les fichiers PDF. Donc, premier point d'introduction, un petit respire ou une respiration sur cette notion d'aide fiscale et les marqueurs principaux, dirais-je, de l'affaire, c'est que les social tax expenditures ou les aides fiscales de type social, ce sont d'importantes dépenses, mais ce sont des dépenses qui ne viennent pas du budget de la sécurité sociale ou de la protection sociale, mais qui viennent du trésor consolidé et qui sont déterminées par des lois de budget ou par des lois d'impôt, mais non pas par des lois de type protection, sécurité sociale, ce qui, dans la trajectoire historique canadienne, tient un peu de la transformation majeure. Donc, ça signifie qu'il faut faire son rapport d'impôt. Ça signifie qu'on est soumis à une nouvelle opacité, hein. Les lois de protection sociale n'ont jamais brillé par leur limpidité, mais là, c'est l'hyper-opacité parce qu'on est soumis à ce qu'on appelle le G, c'est-à-dire un montant maximum de l'aide qui est soumis lui-même à des récupérations jusqu'à zéro et à une dégression jusqu'à zéro selon le revenu gagné. Alors, vous comprenez bien que pour nos partenaires qui ont au départ une faible prestation assistentielle déjà agrémentée de certains crédits d'impôt, Marie-Pierre en parlera,
c'était intéressant pour nous de voir si quelle conscience elles ont finalement du marché du travail et où sont les incitatifs qui font qu'elles choisissent d'être accompagnées un peu plus, un peu moins, de la même façon ou différemment par des aides fiscales dans leur changement de statut. Quelques mots sur le contexte de la fiscalisation avant de céder la parole à Marie-Pierre. C'est un contexte évolutif et un peu, qu'est-ce que ce serait l'expression élégante, je dirais hypocrite au Canada. C'est dans les années 70 qu'on a abandonné, par exemple, des mesures qu'on appelait, dans notre jargon canadien, les démo grants, c'est-à-dire ces mesures démo garanties. C'était des mesures de base qui étaient destinées à l'ensemble de la population. On a commencé à configurer des mesures de clawback ou de régression, mais ça s'est fait assez sotto voce finalement, et puis ça s'est accéléré avec le temps, de sorte que notre proposition, nous ne sommes pas les seuls à le dire, mais nous sommes peut-être les seuls à incorporer dans la littérature canadienne carrément ces aides fiscales au panier ou à la corbeille de la protection sociale. Et sincèrement, c'est une proposition à débattre, mais nous, on cherche des gens pour en débattre. Alors, c'est pour ça qu'on est avec vous cet après-midi. Donc, il faut voir ça comme une trajectoire où les trois piliers classiques de la protection sociale au Canada ont reculé un peu, fait de plus en plus place aux dépenses sociales, de sorte qu'aujourd'hui, pour conclure, on se retrouve au Canada. Évidemment, il y a toujours des risques à faire des sursimplifications avec deux piliers, les travailleurs très bien outillés, très bien incorporés au marché du travail, qui ont des protections assurantielles, hein, qu'on appelle le Occupational Social Protection, et les autres qui dépendent de plus en plus, et c'est des milliards et des milliards de dollars, de plus en plus des aides sociales et presque plus rien dans le milieu. Et c'est là où je me permets peut-être de faire un lien avec la présentation précédente, parce que je pense que l'assurance-emploi tombe dans le milieu, mais on ne sait pas jusqu'où cela va tomber. J'arrête. Marie-Pierre. Moi, je prends le relais pour entrer dans cette recherche-là. Donc, l'objet du PAC, et on voulait vraiment savoir comment des personnes, des femmes monoparentales, ici c'était la figure qu'on avait sélectionnée, comment ces personnes-là pouvaient passer de l'assistance sociale à l'emploi et dans leur parcours d'accompagnement. Alors, la figure, c'était les mères monoparentales et on a fait le partenaire de recherche, c'était des groupes en accompagnement de la main-d'œuvre féminine en transition vers le marché du travail. Et on voulait, nous, mesurer dans quelle mesure ce partenaire-là pouvait nous donner accès aux femmes. Il n'y a pas de micro. OK. Merci. Comment ce partenaire pouvait nous permettre de savoir si les femmes avaient une connaissance de ces mesures fiscales qui pouvaient leur permettre de faire une transition vers le marché du travail? Et pour ça, ben, notre tâche, c'était dans un premier temps de leur demander, mais est-ce que vous connaissez l'importance de ces mesures fiscales? D'où le cahier de transfert de connaissances qui est un peu page par page la série de rencontres qui a servi de devis de recherche. Première rencontre, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'on fait? Puis ensuite, connaissez-vous connaissez-vous la fiscalité, la fiscalisation des mesures? Puis ensuite, on est rentré dans chacune des mesures en essayant de voir, enfin, d'entendre ce qu'elles en pensaient, puis ça pouvait leur servir d'outil pour accompagner les femmes en transition vers l'emploi. Et donc, vous trouverez le parcours de co-formation dans le cahier. Puis nous, on veut atterrir avec vous sur non seulement les difficultés à mener cette recherche-là, c'est-à-dire que les intervenantes en place
recrutement de la main-d'œuvre féminine nous ont non seulement dit qu'en fait, ça les intéressait pas, puis on va vous montrer pourquoi on pense que ça devrait les intéresser. Nous, on persiste les signes, on pense qu'il faut s'intéresser à la fiscalisation des politiques sociales, mais d'autant plus que non seulement à un certain pôle, donc ces mesures les intéressaient pas, puis donc on n'était pas capable d'avoir une prise pour les questions qu'on voulait poser, puis ensuite avoir accès aux femmes elles-mêmes. Mais de l'autre côté, elle nous disait aussi que c'était inopportun pour elle de poser la question de la qualité de l'emploi avec laquelle on a fait atterrir cette recherche. Parce que nous, on s'intéressait pas seulement au soutien du revenu grâce à ces mesures fiscales, mais aussi à leurs impacts sur l'emploi, la qualité de l'emploi et la protection du droit à la protection sociale. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une interférence, à notre avis, de ces mesures fiscales. Il y a un propos du législateur ou du responsable du budget, il y a un propos sur la qualité de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a des aides qui sont ciblées vers le moment de transition proprement dit, la transition, le soutien du revenu à l'assistance sociale, qui est vraiment un revenu de survie. Et il y a un propos dans la mesure où il y a des aides qui sont ciblées pour cette transition-là, qui veulent bonifier le revenu. Je vais vous les montrer ensuite, qui veulent bonifier le revenu au moment de la transition. Et nous, là, je vais vous le montrer. Puis le deuxième propos que tient le législateur ou le budgetman sur la qualité de l'emploi, c'est que les aides la plupart des aides commencent à décrocher au revenu médian de la femme monoparentale, puisqu'on va continuer avec notre personnage type pour explorer cette fiscalisation. Donc, les revenus décrochent autour du revenu médian, ce qui nous envoie encore un signal du rôle qui est appelé à jouer, que jouent surtout ces aides fiscales, un rôle qui est plutôt celui du soutien du revenu que de n'importe quoi d'autre qui concernerait l'emploi ou la protection des droits. Donc, je vous le montre pour le premier moment, c'est celui des aides transitoires qui sont des mesures. Vous savez que non seulement il y a beaucoup d'argent en jeu, mais il y a aussi plus d'une centaine, près de 200 mesures à la fois au fédéral et au provincial qui sont des mesures fiscalisées, qui ont différents rôles, mais il y en a qui sont précisément ciblées pour la transition entre l'aide sociale ou le non-revenu, puis les emplois de très faible qualité, ou enfin très mal rémunérés. Donc, une mesure qui s'appelle je la vois pas, l'allocation canadienne pour travailleurs, qui a été bonifiée dans la foulée de la COVID. Que là, on a des chiffres pré-bonification. Donc, il faut, là, on a la mécanique ici dans ce tableau-là. Il faut gagner le minimum nécessaire à montrer un certain attachement au marché du travail, mais qui est aussi le montant à partir duquel décroche les montants autorisés quand on est à l'aide sociale. On a le droit de gagner un certain montant selon la composition de la famille. Puis, il faut donc atteindre ce montant-là pour qu'ils viennent pallier les revenus qui s'ajoutent ici de transition. Donc, ils augmentent quand on passe ce seuil. Ils atteignent rapidement au seuil de réduction là, un montant maximal. Et on voit dans la dernière colonne les seuils de sortie qui indiquent effectivement à partir de quel moment. Et je vous rappelle qu'on est, pour ce qui est de l'allocation canadienne pour travailleurs, à ce moment-là, on est largement quand même en dessous du niveau de faible revenu pour une famille monoparentale, le décroche à 18 653. Donc, on encourage ici, l'encouragement sert précisément à payer les dépenses d'entrée sur le marché du travail et pas tellement à encourager
En fait, si on veut encourager la transition vers les bons emplois, on n'a donc pas besoin de cette mesure de transition. C'est un peu le message qu'envoie le législateur et donc il encourage, nous on le comprend comme ça, il encourage d'accepter des emplois très faiblement rémunérés, donc pose la question de la qualité de l'emploi ici. Vous avez, avec la prochaine diapositive, l'autre exemple, on a utilisé des scénarios modèles pour 3 types de situations. La situation 1, c'est celle où la personne est à l'aide sociale. La situation 2, elle travaille 32 heures semaine au salaire minimum. La situation 3, elle travaille à temps plein 35 heures semaine et elle gagne 20 de l'heure, ce qui est au-dessus du salaire minimum. Et on voit ici à quel moment les aides commencent à décrocher. Dans la dernière colonne, on est à notre revenu médian. Donc, on voit que des aides, les aides que j'ai évoquées tout à l'heure, ont disparu et le soutien aux enfants commence à régresser pour l'allocation canadienne pour enfants. Et j'ai un peu fini ma partie, ça tombe bien. Je vais te laisser le mot de la fin. I didn't see clearly if that sign said 5 minutes or 2 minutes. I Sign? I think you have more than 2 minutes here. Okay, looks Yeah, like yeah. 2. Good. I It- gave you my warning too early. You have 4 minutes. That's the bargaining strategy. Yeah. Alors, Marie-Pierre le disait, on a eu je pense qu'on peut dire un double choc sans mettre un C majuscule. Premièrement, le tissu communautaire qui intervient et qui est reconnu par l'État pour se faire auprès des femmes en mode assistentiel n'avait, et je le dis en toute solidarité et respect, ni compétences, ni connaissances, ni intérêt pour les milliards d'aides sociales fiscalisées qui sont précisément destinées à cette clientèle et qui produisent les résultats qu'affichait la slide précédente. Ça, c'était un premier choc. La façon agrégée de décrire le problème, c'est la littératie fiscale. C'est plus, selon nous, que de la littératie fiscale, c'est aussi l'inconscience de la transformation de la protection sociale. Parce que pour toutes ces aides fiscales, il ne reste presque rien du régime assistentiel. Notre deuxième choc, c'est qu'il n'y ait pas, je cherche une façon optimiste de le dire, il n'y a pas de mise en jeu de la notion d'emploi de qualité. Alors, si vous avancez un petit peu plus loin, peut-être sur l'acétate, oui, c'est vous qui contrôlez la manette, voilà. Alors, il n'y a pas de grand mystère là-dedans. On a repris et synthétisé, grosso modo, les critères de l'OIT, l'Institut de la statistique du Québec, etc. Parce qu'on se disait, c'est si marginal finalement quand on arrive à 30 000 $ canadiens et plus de revenus, soit sous le revenu moyen, l'intérêt global de travailler, surtout si l'emploi n'est pas alléchant, pénible, dangereux, comporte des complexités, conciliation, travail, famille, la route, les horaires, etc. Ben, notre conclusion préliminaire, c'est qu'il y a un effet de séduction très fort, un, à la sortie d'aide sociale, deux, à l'important accompagnement fiscal et que vers 35 000 $ par année, tout s'effondrerait, y compris l'absence de vérification concernant l'emploi de qualité. Alors, nous en sommes là, ce qui m'amène à une question, et la toute dernière, et j'arrête là. Où en sommes-nous, Marie-Pierre et moi, à nous dire les dépenses sociales de type fiscal, social tax expenditures, encouragent ou découragent la prise en compte de l'emploi de qualité dans la trajectoire des femmes qui quittent l'aide sociale? Merci. Merci. Merci beaucoup. Questions? Comments? Yeah, please.
J'ai un commentaire un peu plus conceptuel, parce que normalement, dans la littérature de politique sociale, quand on parle de mesures comme cela, il y a trois types de protection sociale: social welfare, fiscal welfare et occupational welfare. Par exemple, social welfare fait référence aux dépenses de l'État. Ensuite, fiscal welfare, des revenus qui viennent de taxation, les choses comme cela. Une autre chose, dans cette littérature, on suppose que fiscal welfare, je suppose ici, et les avantages sociaux généralement favorisent les travailleurs haute rémunérés et les travailleurs haute qualifiés. Et ces mesures-là créent une menace à la solidarité parmi les travailleurs. Mais dans votre étude, je pense que vous avez des concepts peut-être un peu plus différents, mais je me demande si, parce qu'il y a quelques articles qui ont été déjà publiés sur ces enjeux. En fait, en France, il y a Nathalie Morel qui ont publié quelques articles. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut conceptualiser votre argument autour de cette présomption dans la littérature? Est-ce que vous voulez la réponse longue ou courte? Oui. La réponse courte, il y a toujours des risques aux réponses courtes. Alors, c'est vrai que l'approche tax welfare, il y a une abondante littérature qui dit, évidemment, c'est au bénéfice des travailleurs les plus avantagés. L'exemple canadien, c'est la déduction réelle. Partout, ce n'est pas tout le monde qui peut se payer le luxe d'une épargne déductible d'impôts et conséquemment, c'est le high middle class qui est avantagé par le tax welfare. Le problème, c'est qu'il n'y a rien sur la relation entre ces nouvelles dépenses fiscales et les plus vulnérables. Parce que la littérature, qui vient souvent d'économie politique ou d'économétrie, a l'obsession légitime des rapports de classe, mais un énorme angle mort, et donc ne voit pas le glissement, c'est notre thèse, ne voit pas le glissement, le nouvel usage. Voilà. Et ça, c'est moins documenté. Je ne serais pas jusqu'à dire que vous êtes tombé dans le piège, mais un petit peu quand même. C'est moins documenté. Sur le occupational, là, je pense qu'on arrive à une situation au Canada qui ressemble plus à la situation américaine. On va avoir occupational d'un côté et des trucs du genre EITC, Earned Income Tax Credit de l'autre, parce que ça, c'est une mesure ciblée anti-pauvreté et c'est le milieu qui est en situation d'évanescence. Point d'interrogation.